Alors là, au passage, dans le chapitre 6, il y a les regex. Bon, bah, les regex du grand classique, hein, qu'on retrouve dans tous les langages. Nos adorateurs du Perl adorent ça. Les langages Java et C Sharp, ils aiment bien aussi les regex. Pourquoi s'en passer si ça marche bien? La STL fournit l'entête regex. J'ai rien à redire là-dessus, c'est du standard. Ça existe depuis de nombreuses années. C'est du 100%, ça marche bien. Le multithreading, pthread sous Linux, Win32 create thread sous Windows ou stdthread en C++ ISO. Alors l'avantage de la lambda, c'est que là vous pouvez faire un thread en une ligne de code, c'est la fête. Vous n'avez pas besoin de faire votre fonction, de déclarer un thread, de faire join, vous faites tout sur la même ligne et vous faites join. L'entête thread est très puissante. Il y a la notion de thread en elle-même, il y a la notion d'attente de fin du thread, il y a les mutex, les locks, les critical sections, les events, les sémaphores, les single writer, multiple reader, et il y a les futurs et les promises. Et il y a même les tasks. Donc on va déplier le petit sample. Alors vous avez le thread de base. Donc j'ai une fonction qui s'appelle function. Quel nom? Donc je déclare un thread. Je lui passe la fonction et je lui passe les arguments de la fonction. Et je fais un worker1.join. Ça veut dire que j'attends la fin d'exécution du thread. Et là c'est une petite boucle. Elle affiche le petit point. Donc on voit plein de petits points qui s'exécutent sur la console. Je peux faire aussi une task. Alors la task, dans le monde Microsoft avec la librairie PPL, Parallel Pattern Library, on interroge le système d'exploitation pour savoir quel est le virtual processor qui est disponible ou idle, et on lui donne la main. Alors qu'un thread, on crée forcément un objet kernel et on crée un nouveau thread. Une task, ça peut être le thread courant. Je fais un rappel qui est certainement inutile, mais on ne sait jamais. Un programme console sous Windows, c'est un process qui a un thread, le thread principal. Si vous déclarez un std-thread, que vous lui mettez une fonction C et que vous faites join, il crée un nouveau thread. Si vous faites une task et qu'il n'y avait rien qui s'exécutait, la task a 99% de chance de s'exécuter dans le thread courant. Donc quand vous faites un programme multithread des années 2000, vous allez faire un pool de threads, vous allez gérer vous-même les threads occupés et tout et tout. Dans les années C++ modernes, vous allez utiliser des tasks. C'est-à-dire que vous allez tirer parti des virtual processors que vous avez sur votre core i3, i5, i7, je ne sais pas quoi, plus une vingtaine de threads générales du système d'exploitation, parce qu'avec 20 threads, on sert la terre entière sur un site web, en répondant à plusieurs milliers de requêtes par seconde. 20 threads fois 7 CPU, vCPU, fois 1000 requêtes par seconde, vous servez toute la Terre. Il n'y a aucun risque. Surtout si après vous faites que des opérations en mémoire, que vous avez alloué de la mémoire, que vous avez monté vos objets en mémoire, c'est de l'illico. Ça passe directement sur le câble réseau. Donc le thread est bien, la task mérite d'être regardée. Et avec les tasks, il y a ce qu'on appelle les futures. Une future, en fait, c'est quelque chose qui va faire un job et on va demander un get sur la future. Alors la future, c'est le paquet cadeau de la task à peu près. Hein. On dit, je voudrais une future, tu vas me faire ça dans ton coin. Et dès que tu as fini, je veux que tu me retournes la valeur. Mais on regarde ça de loin. Bon, bah, c'est quelque chose qui marche bien.
Il y a des subtiles différences entre les futurs et les threads et les tasks. Mais sachez que tout ça peut être utilisé avec des variables globales parce que l'entête thread possède des outils fins de protection qui ne sont pas forcément des objets kernels comme les events et les sémaphores, mais on a des scoped lock. Des fois, ça s'appelle aussi des spin lock ou ça s'appelle des critical sections. C'est des objets très légers qui permettent de faire par exemple des opérations incrémentales en une opération atomique ou qui permettent de faire un lock and lock mais très léger. C'est-à-dire le lock and lock ne va pas donner la main à un autre thread. C'est lock and lock d'un petit bout de variable, vous faites vos opérations en write, ça bloque les readers et c'est reparti. Le meilleur lock que vous pouvez utiliser dans des programmes multithread, c'est le single writer multiple reader. C'est quelque chose que vous retrouvez dans des librairies tierces comme Boost et compagnie. À chaque fois qu'on write, c'est exclusif. À chaque fois qu'on read, tout le monde peut faire un read. Le seul truc, c'est d'éviter la page fault en write qui demandait, l'erreur de page mémoire du read, parce que le write a écrit pendant que le read était en train de venir faire son opération. Donc avec l'entête thread, eh ben, on peut avoir tout ça. Allez, on tient encore 10 minutes et puis on discute un petit peu après. On a la notion d'exception telle que vous la connaissiez comme avant. On a quelques subtilités sur les throw with nested. On a le rethrow if nested. Les exceptions ont fait un peu le ménage. Bon, c'est subtil. Alors, l'avantage en C++, c'est pas, on n'est pas des grands fanatiques des exceptions. On ne va pas faire comme en Java, une classe C++ et 50 classes d'exceptions. Un try catch peut nous suffire, ou bien des classes vont lever des exceptions, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Je regarde si j'ai un truc. Ok, je ne l'ai pas là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, il est là. Alors, ça, ce sont les éléments les plus importants de la STL. String, vector, itérator, algorithme, array, list, IOStream, bon, ça c'est un classique qu'on connaît. Algorithme, functional, future thread, donc il y a setTime qui wrap, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a mutex, shared mutex. Il y a aussi reggae, ce qu'on a vu tout à l'heure. Functional, initial list, variant, chrono. Mais bon, l'essentiel, c'est quand même les fondamentaux de la STL. Ce sont les containers et algorithmes. Donc, ce que je vous propose, si vous devez faire apprendre le C++ à des jeunes développeurs de vos équipes pour éviter de leur faire lire les pavés qui calent les armoires, je fais un peu de pub pour un bouquin qui s'appelle Tour of C++, du créateur du langage, qui est un bouquin qui en fait ne parle que du C++ moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois de char étoile dedans.
On part en string, on part en vector, on part en algorithme, on part en auto. C'est un petit bouquin qui fait 250 pages et c'est vraiment la Bible du C++ moderne. Si dans votre équipe, par exemple, vous prenez quelqu'un qui ne connaît que le Java parce qu'on lui a appris ça à l'école, vous lui faites lire ce livre-là, il va comprendre le C++ moderne en 2 jours. Et il va vous dire, mais ton C++, tu m'en as fait tout un pataquès, c'est pas différent que de ce que je connais, quoi. Donc, ce bouquin-là est très bien fait. Bon, et en plus, c'est le créateur du langage, donc c'est gage de sérieux. Ce bouquin-là est très bien fait, par exemple, parce que quand on prend la librairie Overview, alors déjà, il y a des trucs qui sont bien faits, c'est que il y a l'histoire du C++ et tout, et vous avez les petits mots-clés. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme langage feature en C++ 11, en C++ 14, en C++ 17? Ce que j'ai pas voulu faire, par exemple, c'est vous prendre la liste des features C++ 14 et vous dire ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Ça, vous pouvez le faire tout seul dans votre coin. Ce que je voulais vous montrer, c'est un pot pourri du C++ moderne. Et ce petit bouquin-là, par exemple, parce qu'il y a des conseils dedans, et par exemple, c'est ne réinventez pas la roue, utilisez les librairies. Quand vous avez le choix, préférez la standard librairie plutôt que des librairies custom. Ne pensez pas que la STL est idéale pour tout. C'est-à-dire que c'est du bon sens, mais ça peut être un bon livre de chevet parce que des fois, on ne se souvient pas de tout. Et ce bouquin-là est un pot pourri de pointeurs vers les sources de référence du vrai C++, si vous achetez son bouquin original du C++ Programming Language de 1200 pages. Donc, pour faire apprendre le C++ moderne, par exemple, moi, à mes étudiants en école, quand j'enseigne le C++, je leur file ce bouquin-là. Je leur dis, vous connaissez Java? Eh bien, très bien. Vous prenez 2 jours pour lire le bouquin en diagonale, vous connaîtrez C++. Vous allez me faire des for range, des vectors, des initializer list, et vous allez me faire auto. Par contre, dans ce bouquin-là, on ne parle pas de la move sémantique. On ne va pas vous pervertir sur non plus la notion de RTTI. On va aller à l'essence du C++ moderne. Comment faire des new? Comment se passer des new? Resource management, unique pointer, shared pointer. C'est vraiment... Le but du jeu, c'est de prendre des bonnes habitudes. Je veux utiliser auto, je fais un make shared. Je veux... Alors, on parle du move et du forward, mais regardez, je fais exprès de tourner la page. Move et forward, c'est 13-2-2. Ils font un swap, donc il y a le temple qui fait move A égale B. Et après, il y a un exemple tout en bas, là, où je mets la souris. Et il dit, tu fais cout de S1-2, cout de S2-2, et il y a crash. Voilà, ils te disent juste que la move sémantique peut te faire planter ton programme. Mais on ne va pas t'expliquer dans le détail, comme ce que fait Scott Meyers pendant 115 pages, que la move sémantique est dangereuse. Et tu dis, mais tu as fait un bouquin pour m'expliquer qu'il ne faut pas que je l'utilise, quoi. Donc ce bouquin, il est bien. Il permet d'avoir des gens qui rejoignent la communauté C++. Il est pédagogique. C'est un bon ensemble de choses qui nous rappellent tout ce qu'il y a dans les C++ modernes. Et il se lit très bien. Il se lit très bien et